Eh bien, il y a une religion, en tout cas, qui se pratique de plus en plus au Québec. C'est ce que j'appelle le météorologisme. Tous les médias électroniques, tous les jours, oui, diffusent presque sans arrêt les vérités absolues de Dame Nature. Heureusement, il y a des scientifiques qui questionnent ces vérités rapportées. C'est le cas de mon prochain invité, Miguel Tremblay, physicien à l'emploi d'Environnement Canada et blogueur, qui a commis un texte sur Internet intitulé Du refroidissement éolien et du facteur humidex, le ridicule à une température. J'en perds mon souffle. Miguel Tremblay, bonjour. Bonjour. Bonsoir, en fait. Je vais m'y habituer au bonsoir. Ça, chers auditeurs, faites-moi confiance. Ça s'en vient. Alors, le ridicule à une température, ou disons la température du ridicule, est-ce que je comprends que c'est le refroidissement éolien ou le facteur humidex? Concentrons-nous sur le refroidissement éolien puisque c'est l'hiver. Est-ce que c'est ça? Ce sont les deux, en fait, puisque les deux font en sorte que les nombres qui sont utilisés sont plus grands que la réalité. Et c'est Euh, ce que votre texte dénonce fondamentalement. Absolument. Donc, c'est un texte publié en mon nom personnel, ça n'a rien à voir avec Environnement Canada, que j'ai publié avant d'être à leur emploi. Absolument. Donc, ce que je décris là-dedans, j'explique pourquoi ces indices-là ont fini par être utilisés, essentiellement par utilisation des médias au début des années 90, en fait. Donc, faisons l'histoire, là, puisque vous plongez là-dedans, du refroidissement éolien. Premièrement, c'est quoi le refroidissement éolien? Comment on pourrait le définir simplement? Ben, ça a commencé parce qu'il y a deux scientifiques qui sont allés en Arctique en 1939, puis ils se sont posé la question, tous scientifiques, à l'aide d'un cylindre d'eau, combien de temps ça prendrait s'ils ventaient à au cylindre d'eau pour geler complètement. Donc, quand ils ventent, ça fait en sorte que l'eau se refroidit plus rapidement. Donc, si on a un cylindre d'eau qui est à moins 10 degrés Celsius puis que ça prend 10 minutes à geler, s'ils ventent, ça va prendre moins de temps à l'eau à geler au complet. Et ça, c'est une expérience qui a eu lieu, là. Absolument. Donc, OK. suite à cette expérience-là, ils se sont rendus compte, par exemple, les nombres sont fictifs, mais l'idée va être là, qu'à moins 10, au lieu de prendre 10 minutes à geler, avec un vent de 35 km/h, disons que ça prenait 5 minutes, puis qu'à moins 20, sans vent, ça prenait aussi 5 minutes. Ils se sont dit que c'était une température équivalente à moins 20 lorsqu'il faisait moins 10 et qu'il ventait à cette vitesse-là. OK. Donc, ils ont fait plusieurs expériences, ils ont mis des points et ils ont créé un indice. Puis on est en 1939, là, ça fait quand même un bout. Ah, OK. Oh oui, donc, je sais pas pour vous, mais dans ma jeunesse, moi, on parlait pas ou peu de refroidissement éolien. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé dans les dernières années. Mais donc, si l'expérience, pardon, date des années 30, là, qu'est-ce qui a ressuscité ce concept-là? Ben, au début des années 90, ils ont commencé à en parler dans les médias et à l'utiliser, mais cet indice-là avait des défauts, étant donné que ça avait été utilisé sur un cylindre d'eau. Il y avait certaines aberrations qui arrivaient dans certains cas. Donc, ce qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est qu'ils ont refondu carrément le refroidissement éolien en 2001. C'est Environnement Canada qui a fait ça, étant donné que c'était lui qui avait inventé le refroidissement éolien. Et puis, ce qu'ils ont fait pour ça, c'est qu'ils ont pris 12 personnes, 6 hommes, 6 femmes, puis, ils ont fait des tests. Ils leur ont demandé, il fait froid, il vente à telle place, comment vous sentez, quelle température vous pensez qu'il fait? On a regardé combien de temps ça prenait pour qu'il Oui, gèle, là. exactement. Puis, ils ont utilisé aussi d'autres hypothèses mélangées à ça, comme un modèle de chaleur du visage. J'ai aucune idée c'est quoi, mais ils l'ont utilisé. Puis, avec ça, ils ont fait une autre courbe, une nouvelle courbe qui représente mieux ce que l'humain ressent lorsqu'il fait froid, qu'il vente. C'est cette courbe-là qui est utilisée aujourd'hui lorsqu'on parle de refroidissement éolien. Ils en ont dérivé une formule qui est maintenant utilisée. D'où l'expression température ressentie. C'est ce qu'utilisent souvent les météorologues et les Miss Météo, là. Absolument. Donc, c'est un sentiment qu'on a qui fait froid jusqu'à quelle température. D'ailleurs, c'est bien connu que l'humain est un excellent instrument de mesure pour la température de l'extérieur. Donc, c'est ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ressentaient? Donc, on leur donne, on quantifie cette sensation-là. Mais là, bon, vous avez un ton un peu ironique là, lorsque vient le temps de répondre à mes questions. Mis à part le manque de rigueur évident dans les deux expériences, là, en tout cas, je suis pas scientifique, mais je vois que ça a été fait un peu de manière artisanale. Qu'est-ce qu'il y a de si ridicule dans cet indice-là, puisqu'on parle d'un indice? Ben, en fait, c'est pas. Je suis d'accord avec le fait qu'il fait plus froid, qu'on a l'impression qu'il fait plus froid lorsqu'il vente et qu'on est dehors. Même chose OK. pour la chaleur avec l'humidité.
le ressenti, vous êtes d'accord avec ça? Oui, Là? absolument. Là où je trouve qu'il y a une erreur à faire, c'est qui a été faite, en fait, c'est de quantifier cette mesure-là, puis d'y donner des nombres qui ressemblent beaucoup aux degrés Celsius. Ça n'en est pas, en fait, des degrés Celsius, parce que c'est une formule qui utilise toutes sortes d'unités étranges. Euh, Ben, vous dites que ça n'en est pas, mais lorsqu'on m'annonce qu'il fait, disons, -10 et un ressenti de -20 degrés Celsius, on utilise une température. Environnement Canada ne l'utilise pas. Si vous regardez OK. sur le site web, il n'y a pas d'unité qui est donnée à ça. Sur le site de Météo Média, ils le font, mais Environnement Canada, ils le font pas. Puis si vous regardez la formule, de la façon dont c'est fait, on peut pas vraiment accorder d'unité à ça. Sauf que la façon dont ça a été utilisé, ça fait en sorte que les nombres sont à peu près dans la même échelle. Parce que si on avait dit il fait moins 30 000 avec le refroidissement éolien, les gens n'auraient pas compris. Ils seraient obligés d'aller voir. En fait, c'est plutôt ça le problème, c'est-à-dire que c'est tellement proche des degrés Celsius que les gens finissent par l'assimiler comme ça, alors que c'est pas tout à fait ça. Bon, on l'a identifié. C'est ça le problème. Oui, absolument. C'est ça qui vous dérange. Oui, si on avait donné une échelle, par exemple, comme ils font pour l'indice UV ou encore l'indice de la qualité de l'air, qui est une échelle entre 0 et 10. Donc, si je vous dis qu'il y a un indice UV de 7, vous avez le choix la plupart des gens ne sauront pas c'est quoi. Donc, vous avez le choix de ne pas savoir c'est quoi ou d'aller vous informer puis d'y donner une bonne interprétation, pas d'y donner une mauvaise interprétation, ce qui est le cas avec le refroidissement éolien. C'est-à-dire que la plupart des gens, en fait, la grande majorité pensent à juste titre, étant donné la façon dont ça a été utilisé, avoir une bonne compréhension. Mais non, si on demande aux gens, il fait 2 degrés dehors, puis avec le vent, il fait -5, est-ce que l'eau va geler? La plupart des gens vont vous répondre oui, alors que ça n'a pas vraiment de sens. S'il fait en haut de 0, l'eau ne gèlera pas. OK, en d'autres mots, l'objet n'est pas plus froid parce qu'il y a ce fameux refroidissement éolien. Voilà, le refroidissement, il y a une notion de temps là-dedans. C'est une perte d'énergie qui est plus rapide. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il fait plus froid parce qu'on se refroidit plus vite. Mais avec des degrés, il n'y a pas de notion de temps là-dedans. Donc, on ne pourra pas s'approcher de ça en utilisant un nombre comme ça. Mais si je me considère comme un objet, en bout de ligne, j'aurais pas plus froid. Vous aurez C'est-à-dire que je vais avoir froid l'impression plus vite, c'est ça que je comprends. Là. Oui, vous allez vous refroidir plus rapidement. Donc, Mais est-ce que je vais avoir plus froid? Ben, c'est un sentiment. Est-ce que vous avez froid ou pas? Ça dépend si ça dépend si vous sortez d'une place où c'est très chaud et vous allez dans un endroit qui serait tempéré. Vous allez avoir l'impression qu'il fait froid. Comme quand vous sortez de votre douche. Est-ce qu'il fait froid nécessairement chez vous? Peut-être pas. Mais j'ai l'impression qu'il fait froid. On en revient au maudit ressenti. Là. Et vous parliez d'échelle tout à l'heure. On aurait pu utiliser, vous avez mentionné l'échelle UV et une autre là, dont j'oublie le nom, mais il y a l'échelle de douleur aussi qui existe. Oui, absolument. En médecine, on utilise une échelle de douleur aussi qui va de 1 à 10. Oui, on pourrait l'utiliser, sauf que cette échelle-là de douleur est utilisée pour évaluer la douleur du patient dans le temps. Donc, est-ce que la douleur a diminué ou augmenté? Donc, par rapport à lui-même, on va voir l'échelle de douleur qu'il y a, ce qui n'est pas vraiment le cas. Puis, il y a une notion de culturelle aussi. Il y a une notion culturelle importante, donc, par rapport à l'échelle de douleur. L'échelle des refroidissements éoliens, on veut que ce soit externe à la personne. Donc, c'est pas la personne qui va se donner un score lui-même d'une fois à l'autre pour voir s'il fait plus ou moins froid. En fait, on érige ça en loi, d'une certaine façon, un peu boiteuse, mais en loi scientifique. Là. Oui, c'est montré comme une mesure. Il y a une formule, d'ailleurs. Mais pourquoi on fait ça? Donc, ça n'a aucune, ou en tout cas peu de valeur ou de fondement scientifique, justement? Ça a une certaine valeur. C'est une valeur de protection, c'est-à-dire que lorsqu'il vente et qu'il fait un peu froid, mais qu'il vente beaucoup, c'est dangereux d'être exposé longtemps. Donc, ça a une certaine valeur. Le but, en fait, c'est de dire que s'il fait -35, c'est que les gens prennent conscience que c'est plus dangereux que s'il faisait juste -20, qui serait en degrés Celsius, par exemple. Donc, en gros, ça a cette valeur-là. Mais c'est plus impressionnant aussi. Absolument. Puis ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que les médias ont commencé à l'utiliser. Puis ce que les gens font, quand vous rentrez au travail, puis il fait très froid, les gens vous diront pas, il fait -22. Non, 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 non. Il faisait -36. Ça, c'est froid. Il est toujours rendu dans une certaine limite. Je vous dirais que il existe plus vraiment de température entre -10 puis -20 parce qu'à partir de ce moment-là, le refroidissement éolien embarque. Puis là, on peut aller chercher une autre dizaine de degrés en dessous. Même chose pour le facteur humidex l'été. Donc, des températures entre 20 et 30 n'existent plus vraiment. Parce qu'on va toujours aller chercher le facteur humidex ou le refroidissement éolien
pour que ce soit plus grand et plus extravagant. On aime ça. C'est humain, je pense. C'est pour ça que ça a été utilisé comme ça, de plus en plus dans les médias. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il fait jamais moins 22. Ça n'existe plus, ça. Non, en fait, oui, ils vont le dire, mais s'il fait moins 22, au moindre vent, il va avoir un refroidissement éolien qui va faire en sorte qu'il va faire au moins moins 25, moins 26, moins 27, donc plus bas. Mhm. Puis, c'est ça que les gens vont retenir. Mais ce que vous dénoncez, en fait, en sous-texte, là, c'est la météo à sensation, finalement, ou le sensationnalisme météorologique, on Oui, en pourrait fait, dire. ce qu'il aurait fallu faire, c'est, étant donné que ces chiffres-là ont commencé à fonctionner beaucoup et à rouler, c'est que ils ont été utilisés de plus en plus. Et puis, ce qu'il aurait vraiment fallu faire, si c'est ça qu'on voulait exprimer, c'est d'utiliser un autre indice, que ce soit un indice de 0 à 10 ou encore un indice de refroidissement qui pourrait être des Mhm. watts par mètre carré, qui est une perte d'énergie dans le temps par unité de surface. Oui, c'est complexe, mais c'est ça la réalité. Il y a personne qui tente de vulgariser la mécanique quantique en degrés Celsius pour que les gens puissent la comprendre. Mais Miguel Tremblay, bon, vous êtes physicien, je comprends que les principes scientifiques vous tiennent à cœur et que vous vous portez à leur défense, mais c'est quoi le problème avec ça? En quoi ça peut poser problème? Au pire, si je pense qu'il fait plus froid, je vais m'habiller tout simplement un peu plus, puis je vais juste avoir plus chaud, c'est tout. Au-delà de ma rigueur scientifique qui est irritée, un des problèmes que ça peut susciter, c'est par exemple les Européens qui entendent qu'il fait des moins 50, des moins 40, des températures très froides ici. Moi, j'ai reçu des courriers électroniques de gens en Europe qui se posaient des questions, qui sont allés voir par la suite, puis qui sont tombés sur ma page web, qui ont fini par comprendre que la température que nous, on utilisait au Canada n'était pas tout à fait ou pas toujours celle qui était indiquée sur le thermomètre. Puis, il y a aussi tous les gens qui œuvrent dans l'industrie du plein air l'hiver. Donc, étant donné qu'il n'y a plus de température entre moins 10 et moins 20, ils utilisent toujours des nombres plus bas. Mais ces gens-là, pour ce qui est le ski de fond, toutes les activités de raquettes, par exemple, ça fait en sorte que les gens vont se décourager plus rapidement parce qu'il fait froid beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, ça a une incidence économique, c'est ce que vous dites. Ça n'a pas été mesuré. Sûrement, il faudrait peut-être demander au centre de ski ce qu'ils en pensent, mais j'imagine que oui. Ou inventer un indice de mesure. Merci beaucoup, Miguel Tremblay. Alors, les gens qui voudraient prendre connaissance de ce texte qui s'intitule, je vous le rappelle, du refroidissement éolien et du facteur humidex, le ridicule à une température, vous retrouverez donc cet éditorial, on pourrait dire ça comme ça, sur le site de PTAF. C'est un blog, PTAF? Non, en fait, c'est un site sur lequel on retrouve des blogs, c'est ça? Un blog, c'est une œuvre collective. Ça, c'est une œuvre collective, oui, PTAF. PTAFF comme dans PTAF.ca. Et pour accéder directement au texte, vous rajoutez /humidex. Et voilà. Merci encore, Miguel Tremblay. Merci à vous.